Dans cet épisode renversant de Mythbusters, Quelqu'un n'a pas tiré la chasse d'eau. Adam et Jamie vont au petit coin Berk. pour s'attaquer à deux mythes proposés par les téléspectateurs. Il est tout d'abord question d'air chaud Sans la puissance. avec un dilemme classique, le séchage de mains. Je fais ça dans tous les aéroports où je vais. Puis ils détermineront quel est le WC le plus contaminé dans des toilettes publiques. C'est dégueu. Quant à Grant, Carrie et Tori, Il va y avoir un séisme. ils se mettent aux abris pour découvrir si pendant les secousses d'un tremblement de terre, C'est terrifiant! votre meilleure chance de survie est l'embrasure de la porte. C'est vraiment ce qui s'appelle casser la baraque! Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'est de la science. et Jamie Heineman. Prêt. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Il rentre. Carrie Byron Attention, danger! et Tori Bellucci. On voit pas ça tous les jours. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Pour commencer, il est temps de passer au petit coin. Désolé. Passe-moi les détails. L'appel de la nature. Mais pendant que j'étais assis sur le trône, j'ai pensé à deux mythes sur les toilettes qu'on pourrait mettre à l'épreuve. T'es sérieux? Oui, le premier concerne les sèche-mains électriques. Ils sont censés être super hygiéniques. Ouais. Mais il paraîtrait qu'ils le sont en fait moins qu'une bonne vieille serviette en papier. Pour notre deuxième mythe, on testera quelle cabine des toilettes publiques est la plus propre. Génial. Passer du temps dans des toilettes publiques. Ça ne te dérange pas si on commence par le sèche-main? Du tout. On dénombre plus de 12 millions de sèche-mains rien qu'aux États-Unis. Donc pourrait-il en réalité être un film d'horreur à eux tout seuls en matière d'hygiène? Ce mythe comporte deux aspects. D'une part, les sèche-mains élimineraient moins d'agents pathogènes que les serviettes en papier. Ensuite, on dit aussi qu'ils pourraient libérer des nuages de microbes susceptibles de vous contaminer. Ce mythe est-il fondé ou n'est-il que du vent? Ce mythe n'a aucun sens. Pourquoi? Si on se sèche les mains, c'est qu'on les a lavées. Tout à fait. Si on les a lavées, on a éliminé toutes les bactéries. Donc, la question de savoir quelle méthode de séchage est la plus hygiénique n'a pas lieu d'être. Je comprends ton raisonnement, mais tout le monde n'utilise pas de savon. Tu sais, certains se rincent seulement les mains avant de les sécher. Testons les deux cas et voyons avec quelle méthode de séchage on obtient le pire résultat. D'accord. Alors, comment les gens se lavent-ils les mains? Il y a trois possibilités, à mon avis, pour se laver les mains. La première, ils font semblant de se laver les mains. La deuxième, ils mouillent leurs mains, mais ils n'utilisent pas de savon. Et la troisième, la méthode qu'on devrait tous employer, ils les lavent avec du savon. D'abord, Jamie et moi allons nous laver les mains en utilisant chacune de ces techniques. Puis, on comparera la quantité de bactéries pour voir si Jamie a raison quand il dit que vos mains sont parfaitement propres une fois lavées à l'eau et au savon. Le premier à passer est Adam, qui après s'être lavé les mains en employant chacune des techniques, les confie à Jamie. Je frotte les mains d'Adam avec de la gélose trypticase soja, qui me permettra de voir s'il y a des bactéries sur ses mains. Dernier échantillon. Oui, on les met en boîte. Bien. Je suis passé au lavage de mains. C'est maintenant au tour de Jamie. Parfait. Pas une goutte d'eau. Les mains de Jamie sont également frottées au nom de la science. Il est maintenant temps de faire germer des germes. Alors, d'abord Adam. La procédure est très simple. On a transféré nos échantillons dans des boîtes de pétri. On a réparti uniformément la gélose trypticase soja et on les met dans une étuve. On va les laisser dedans toute une nuit et on verra ce qu'on a demain matin.
Ça a l'air de rien, mais avec du soja à déguster et une température de 37 degrés, c'est un paradis pour les agents pathogènes. 24 heures plus tard... Quelle surprise va-t-on avoir? Alors, avec le lavage au savon, Nada. rien. Oui, les boîtes lavage au savon sont nickel, mais pas celles du lavage à l'eau. Pourquoi tes bactéries sont plus grosses que les miennes? C'est comme ça. Quant à celles sans lavage, Burk. Comme le sujet du mythe n'est pas sur l'utilité de se laver les mains, mais sur le pire scénario de propagation bactérienne, je vote pour qu'on choisisse le lavage à l'eau. Ouais. On a réalisé cette expérience car selon Jamie, si on se lave les mains avec de l'eau et du savon, ça élimine toutes les bactéries. Et que donc la méthode de séchage n'a pas d'importance puisqu'il n'y a plus de bactéries de toute façon. Et il a raison, regardez. Quand on s'est lavé les mains avec du savon, cela n'a généré aucune bactérie dans la boîte de pétri. Mais quand on les a simplement rincées sans utiliser de savon, regardez ce qu'on a trouvé. C'est donc cette méthode qu'on va employer pour tester si les sèche-mains électriques sont plus hygiéniques ou pas que les serviettes en papier. passons maintenant à un mythe qui secoue. J'ai un mythe pour nous. C'est quoi? Quand votre maison est secouée par un séisme, l'endroit le plus sûr serait l'embrasure de la porte. C'est ce qu'on nous répète depuis qu'on est tout petit. Mais la nouvelle technique prônée n'est-elle pas de s'abriter sous quelque chose? En effet, c'est l'actuelle recommandation, mais nos fans continuent de croire que l'embrasure est le meilleur endroit, et c'est ce qu'ils veulent qu'on teste. Allez, c'est parti. Ça va shaker. Non, pas ça. Oui, shake ton booty. Pas de doute, les tremblements de terre secouent littéralement la planète. Mais en cas de séisme, faut-il vraiment foncer vers l'embrasure de la porte? Ou bien y a-t-il une faille dans ce mythe? Bon, j'adore ce mythe, mais j'entrevois deux problèmes. Lesquels? Tout d'abord, est-ce que cela ne dépend pas du type de maison, de sa construction, de son âge? C'est vrai. Faisons donc le test avec différentes sortes de maisons. D'abord une maison style en bois récente, et puis peut-être une plus ancienne en maçonnerie. Ça me va. Mais il y a un deuxième problème. On ne peut pas rester là à attendre un séisme. On pourrait peut-être essayer d'emprunter une table vibrante. Je sais où elle est. On teste le mythe selon lequel, durant un séisme, la meilleure solution est de se tenir dans l'embrasure de la porte d'un bâtiment. Ayant grandi en Californie, c'est toujours ce qu'on m'a dit. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Donc nous sommes ici à l'Académie des sciences de Californie pour emprunter une table vibrante et faire la lumière sur ce mythe. Espérons qu'on ne va pas la casser. Oui, briser cette pièce de collection du musée serait malvenu. D'abord, les Mythbusters vont vivre un tremblement de terre comme s'ils y étaient. Vous êtes prêts pour un séisme? La vache! Regardez la lampe! Je veux sortir d'ici! C'est terrifiant! Grâce à un arsenal de soufflets d'air, ce simulateur reproduit le séisme cauchemardesque qui a frappé San Francisco en 1906. C'est le 15e plus violent tremblement de terre qu'ait connu le pays. Mais vu la qualité d'ingénierie de cet instrument, Sauvez les figurines! l'Académie le laissera-t-il vraiment entre les mains des Mythbusters? Purée! On va tous mourir! On aimerait bien construire une maison en maçonnerie traditionnelle, puis une autre avec une ossature en bois sur votre table vibrante. Ce serait possible de vous l'emprunter? Votre idée a l'air fantastique, mais on a besoin de notre table pour notre musée. Donc je crois que vous allez devoir vous construire la vôtre. D'accord. Alors, comment votre table reproduit-elle les forces sismiques? La nôtre ne réalise pas des vibrations selon l'axe Z, c'est-à-dire de haut en bas. Elle opère selon les axes X et Y parce que ce sont les mouvements les plus intenses dans un tremblement de terre. Merci beaucoup pour toutes ces infos. On a du pain sur la planche. Super. On a été à l'Académie des sciences de Californie tester leur simulateur de séisme et c'était génial. On va tous mourir! En gros, on va le copier mais avec notre touche Mythbuster. Première étape, on doit faire un modèle réduit. Et grâce à un accéléré, on n'a pas besoin de regarder tout cela dans le détail.
Notre modèle réduit de simulateur de séisme est terminé. Il consiste en une plateforme portante soutenue par des roulettes. Des vérins la feront bouger selon les axes X et Y. On s'intéresse à ce qui arrive à la maison quand elle est soumise à des forces sismiques et qu'elle s'écroule. Je vous montre. Magnitude 10. Pas de doute, le modèle réduit fonctionne. Mais il est maintenant temps de voir les choses en grand. Un simple sèche-main électrique peut-il réellement créer un paradis à microbes? Ou n'est-ce qu'un mythe bon à jeter aux toilettes? Pour le découvrir, les Mythbusters ont rapidement concocté une petite recette. Je fais ça dans tous les aéroports où je vais. Et il est presque temps de se mettre au fourneau. Selon ce mythe, un sèche-main électrique est moins hygiénique que des serviettes en papier. Pour le vérifier, on va appliquer un marqueur bactérien sur les mains de 16 volontaires. On passera un coton-tige dessus avant et après le séchage de mains avec chacun des deux dispositifs. Si le mythe est avéré, on devrait trouver beaucoup plus de bactéries sur leurs mains après l'utilisation du sèche-main électrique qu'après celle de serviettes. D'accord, mais avant cela, Il faut tout désinfecter. quelques derniers préparatifs secrets. On nettoie les sanitaires avec un mélange d'eau et d'alcool éthylique pour enlever toute trace de substance capable de tuer les bactéries. C'est pour un test qu'on réalisera après celui avec nos cobayes, mais on vous en parlera plus tard. D'accord, on y reviendra plus tard. Fini! Alors, tu traînes? Les volontaires sont prêts à filer un coup de main. Jamie peut déboucher sa préparation spéciale. C'est une culture de bactéries E. coli. Elle peut parfois être dangereuse. Mais cette souche particulière a été conçue par un laboratoire. Elle est complètement inoffensive. On l'aspergera sur les mains de tous les participants afin d'avoir une quantité de bactéries constante pour notre expérience. Les mains passent à la pompe. Retournez-les. Jamie applique la même quantité de produit méthodiquement pour avoir toujours la même charge bactérienne. Super. Et maintenant, le plus grand marathon de lavage de mains peut commencer. Je vous explique grâce à la magie du montage. Mettez un écran entre mes deux mains. Parfait. Tous les participants suivront la même procédure. D'abord, on vaporisera leurs mains avec le marqueur bactérien. Ils les laisseront sécher à l'air libre. Puis, ils viendront me voir. J'effectuerai un prélèvement. Puis, ils iront se laver les mains. Je referai un prélèvement juste après. Puis, ils iront se sécher les mains et je ferai un dernier prélèvement. Ils appliqueront cette procédure pour les deux dispositifs, les serviettes en papier et le sèche-main. À la fin, on aura 96 échantillons. On les mettra en culture pour découvrir où sont passées les bactéries. Voilà le plan. Que le duel sanitaire commence. Participant numéro 1, s'il vous plaît. Le premier volontaire s'avance pour un petit coup de coton-tige. Merci. Puis, il se lave les mains. Un crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles. Il se refait prélever La main gauche, s'il vous plaît. avant d'aller se muscler avec le distributeur à papier. Et il finit avec un dernier prélèvement. La science. Suivant. La procédure se répète. Merci beaucoup. Les 16 volontaires passent par la case coton-tige avant le lavage, Parfait. après le lavage Merci. et après l'essuyage de main. Très bien. Merci. Merci. Dire que c'est un peu répétitif est un euphémisme. Merci. Super. Merci. Mais pour vraiment observer la présence d'agents pathogènes, il est essentiel d'avoir une base de données conséquente. On a 48 échantillons. Bravo. Merci. Avec 48 échantillons, Adam et Jamie en sont exactement à mi-parcours. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? C'est reparti. Les volontaires refont le plein de bactéries pour un deuxième passage au lave-mains. C'est très étrange. Nos cobayes ont développé une sorte de rituel. Comme la première fois, Suivant. les volontaires ont droit à un prélèvement avant et après le lavage. Mais cette fois, ils utilisent le sèche-main électrique. Cette technique de séchage différente permettra-t-elle vraiment aux microbes de s'en donner à cœur joie? Dernier échantillon. Et voilà. L'expérience est maintenant terminée et les Mythbusters ont un pressentiment.
Je remarque un truc intéressant. Je me demande si c'est la même chose que moi. Je sens beaucoup plus l'odeur de la gélose maintenant. Parce que le sèche-main la projette, à mon avis. Je ne la sentais pas avec les serviettes en papier. Moi, j'ai remarqué beaucoup plus de mains mouillées. Cela prend plus de temps de se sécher les mains avec un appareil. Mais les gens ne prennent pas le temps de bien le faire. Alors leurs mains sont plus humides que quand ils les ont essuyées avec des serviettes. L'odeur et l'humidité des mains laissent penser que le sèche-main électrique n'élimine pas les agents pathogènes présents. Mais que disent les données? Voici tous les échantillons prélevés sur nos 16 participants après l'utilisation d'un sèche-main électrique et de serviettes en papier. Ça fait 96 échantillons. Mais ce ne sont pas les seules données collectées. Plus tôt, je vous ai dit qu'on nettoyait les sanitaires pour une raison qu'on vous révélerait plus tard. Eh bien, plus tard, c'est maintenant! On ne s'intéresse pas seulement à la prolifération des bactéries sur les mains des gens, mais aussi à l'environnement dans lequel ils les sèchent, pour voir si les bactéries se propagent là aussi. Adam dégaine à nouveau ses cotons-tiges pour une dernière séance de frottage. Je parie qu'il y en a plein ici. Il collecte 10 échantillons à des endroits identiques dans chaque pièce. Après tout ce travail fastidieux, qu'avons-nous? 116 tubes à essai remplis de gélose et sans doute de bactéries qui vont nous donner la réponse à notre question de départ. Qu'est-ce qui est le plus hygiénique entre un sèche-main et des serviettes en papier? La réponse se trouve actuellement dans ces 116 tubes encodés dans de la gélose. Et on va la décoder en la mettant en culture. N'est-ce pas trop cool? Retournons à l'atelier pour cultiver des bactéries. Mon étuve est chaude bouillante. Tu me fiches les jetons. Allons-y. 24 heures plus tard, les bactéries prolifèrent à toute vitesse. Il y en a plein. Après avoir compté chaque colonie de bactéries, 59, 60, 61. Waouh! dans tous les échantillons, C'est parti. Adam et Jamie peuvent enfin dévoiler les résultats. On a les résultats de notre duel serviette en papier contre sèche-main. Tu es prêt? Ouais. Ils sont plutôt stupéfiants. Quand les participants ont utilisé le sèche-main électrique, ils ont réduit leur charge bactérienne de 23%. D'accord. Mais quand ils se sont essuyés les mains avec une serviette en papier, ils l'ont réduit de 71%, presque 3 fois plus. Incroyable. Ça, c'était pour les mains. Et pour le lieu, Dans les prélèvements effectués autour du sèche-main électrique, on a trouvé un total de 41 colonies bactériennes. Autour du distributeur de serviettes en papier, on en a trouvé 3. cela indique que le sèche-main répand plus de bactéries que les serviettes en papier. En effet, les arguments en faveur du sèche-main électrique ne tiennent pas du tout la route. C'est que du vent. Quand un tremblement de terre survient, êtes-vous mieux loti dans l'embrasure de la porte? Pour le savoir, Carrie, Grant et Tori doivent d'abord sortir de leur chapeau une version XL de leur table vibrante. On a fini le modèle réduit. Il est temps de passer à la table vibrante grandeur nature. Sa construction va être un peu compliquée. C'est bon. Elle mesurera 3 mètres sur 10. On utilisera des tubes rectangulaires en acier de plus d'1 centimètre d'épaisseur. Ça m'a l'air bien. Ils sont solides. Ils ont intérêt car on va construire nos bâtiments dessus et les secouer. Ils devront résister à plusieurs milliers de kilos-force. Pour être résistant, cet acier est résistant. On a environ 2 tonnes d'acier. Et pour mon dos, ça fait beaucoup. Le soudage de la partie supérieure s'achève. On a maintenant terminé la structure en acier ultra résistante qui constituera la base de notre table vibrante. Il faut à présent construire les 8 monstres qui vont la secouer. Ce sont des suspensions pneumatiques ou à air. On les trouve habituellement sur les semi-remorques à plateau. Elles assurent une meilleure répartition des charges et un meilleur amortissement. On les disposera dans les coins de notre table vibrante et elles délivreront 4500 kg-force chacune. Il y en a 8, donc ça fait 36 000 kg-force. Ça devrait secouer. Une de finie. Plus que 7. Ces suspensions pneumatiques permettront à la table de bouger d'avant en arrière.
Le trio les installe et les fixe à la structure. Mais les Mythbusters ont plus d'un tour dans leur sac. Les coussins d'air, les pièces les plus intéressantes. Rappelez-vous la table vibrante du musée. Elle ne pouvait vibrer que selon 2 axes. La nôtre sera encore mieux, car elle pourra aussi bouger verticalement. Comment? Grâce à ces coussins d'air Aerogo capables de soulever près de 4 tonnes chacun. On en aura 6. 4 à chaque coin et 2 au milieu. Non seulement notre table vibrante bougera de gauche à droite, d'avant en arrière, mais aussi de haut en bas. Tant qu'à faire les choses, pourquoi ne les faire qu'à moitié? En effet, mais il reste encore une chose à faire. C'est qui le patron? Installer la tuyauterie. C'est le plus gros tuyau que j'ai jamais vu. J'ai vu plus gros. Une étape qui, comme tout le reste de la construction, ne se fait pas en 2 temps 3 mouvements. Il en faut des biceps pour brancher les tuyaux au collecteur d'air. À la fin de la journée, la table vibrante est prête à être testée. Après des heures de conception et des jours de construction pénibles, la table vibrante est enfin terminée. Derrière moi, vous avez une armée de compresseurs d'air. Tout cet air est essentiel au fonctionnement de la table, et voici pourquoi. L'air comprimé se déplacera dans ces tuyaux jusque dans ce collecteur qui les distribuera à 6 coussins d'air. Quand ils seront gonflés, la table entière va se soulever comme portée par un seul coussin d'air. L'autre partie de l'air circulera dans ces tubes, puis dans ces tuyaux jusqu'à ces soufflets qui secoueront la table. Toutes les valves des soufflets sont commandées par ces relais reliés à ce microcontrôleur et enfin à cet ordinateur. Donc, on peut contrôler chacune des valves séparément pour avoir exactement la magnitude qu'on veut. Vous voulez voir ça? Allumez les compresseurs! Il est temps de faire marcher la bête. Les compresseurs d'air allumés, les Mythbusters peuvent maintenant vérifier On alimente les coussins d'air. si la table bouge de haut en bas. Et c'est parti dans 3, 2, 1... Ça marche! Les premières impressions sont bonnes. Les secondes C'est comme dans un tremblement de terre. sont encore meilleures. Ça marche! Ça, c'était pour le mouvement vertical. Voyons comment elle bouge horizontalement. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. 6 sur l'échelle de super. Absolument. Grâce au coussin d'air contrôlant le mouvement vertical de la table et aux suspensions pneumatiques qui la secouent horizontalement, la plus grosse construction dans l'histoire de Mythbusters est prête à envoyer. Ça fonctionne à merveille. On n'a plus qu'à construire la maison. Et voir si on peut la faire tomber. Ça déchire. Pas le temps pour une pause pipi. Car pour le prochain mythe, on se demande si c'est un pour tous et tous pour un. Notre second mythe consacré aux toilettes dit que dans des sanitaires publics avec plusieurs WC, celui qui est le plus près de la porte est le plus propre et le moins utilisé. Pourquoi donc? Perso, je l'évite car je me dis que tout le monde se précipite sur celui-là et qu'il est donc le plus sale. Eh, j'imagine que certains cherchent l'isolement, alors ils vont à l'autre bout des toilettes. Quoi qu'il en soit, le mythe, c'est que pour une raison ou une autre, les gens évitent la cabine la plus proche de l'entrée et que du coup, elle est un havre de propreté au milieu de la saleté environnante. C'est parti, allons chercher la merde. Bien trouvé. Nos usages des toilettes sont divers et variés. Mais est-il vrai qu'on a tous tendance à éviter le WC numéro 1 et qu'il est par conséquent le champion de la propreté? Je m'avance peut-être, mais le plan a l'air plutôt simple. Tu vois à quoi je pense? On trouve des toilettes publiques et on compte combien de personnes utilisent chaque cabine? Oui, mais on va aussi mener des analyses bactériologiques à la fin de l'expérience pour déterminer quelle cuvette est la plus infectée de microbes. Pourquoi pas? Fastoche.
Trouver des toilettes publiques avec 4 cabines qu'on pourrait filmer, ça n'a pas été une partie de plaisir. Par chance, on les a trouvées, ici, à l'Académie maritime de Californie. C'est non seulement l'une des meilleures académies maritimes du pays, mais en plus, on nous autorise à filmer leurs sanitaires. C'est l'endroit parfait. Ce n'est pas souvent qu'on trouve des toilettes publiques parfaites. Mais dans le cadre de notre mythe, on peut dire que celles-ci s'en sortent bien. Soyez indulgents avec nous. Les façons intéressantes de filmer des toilettes sont très limitées. En gros, le mythe dit que dans des sanitaires publics, le WC numéro 1, c'est-à-dire le plus proche de l'autre, est le moins utilisé pour 2 raisons possibles. Premièrement, les gens supposent qu'en raison de sa proximité avec la porte d'entrée, la première cabine est la plus utilisée, donc la plus sale, et par conséquent, ils en choisissent une autre. L'autre hypothèse est que les gens évitent le premier WC parce qu'ils recherchent de l'intimité. Comprenez, de l'intimité auditive. Quelle qu'en soit la raison, cela revient au même. La première cabine est-elle la moins utilisée et par conséquent la plus proche? C'est ce qu'on va tester. Pour cela, Adam et Jamie vont avoir besoin de 2 sortes de données qu'ils collecteront sur 4 jours. La quantité de bactéries dans les toilettes et le nombre de passages. Notre expérience nécessite de savoir combien de personnes utilisent telle cuvette. Comment faire? On pourrait rester ici à compter et à inscrire les résultats sur un bloc-notes. Mais ça ferait un peu louche, non? Pour éviter ça, on a une solution mécanique que je vais installer maintenant. Un compteur fixé à la porte est une solution simple pour comptabiliser l'affluence aux toilettes. Parfait. Une fois les portes équipées, il est temps de dire un grand à Adam et Jamie pour la suite. Gagné! Car ils vont, avec l'aide de redoutables agents d'entretien, livrer bataille contre les bactéries. Pour pouvoir mesurer la quantité de bactéries dans chaque cabine, on doit partir de 0, d'où ce grand nettoyage. On élimine toute trace de bactéries pour être sûr que les colonies qu'on trouvera à la fin de l'expérience sont des colonies qui se sont développées au cours de l'expérience, et non avant. Voilà pour la théorie. Maintenant que les toilettes sont devenues une zone sans germes pathogènes, l'expérience peut commencer. C'est bon, les compteurs sont à 0. On a fait les prélèvements. Allons-nous-en. Ouais. L'heure du popo a sonné. On va enfin pouvoir commencer l'expérience. Ouais. D'après mes recherches, on se réfugiait contre l'embrasure dans les maisons anciennes, car elles n'avaient pas les avantages des constructions parasismiques actuelles. C'est tout à fait logique. L'embrasure est la partie la plus solide dans ce genre de maison. Exactement. On construit un bâtiment en maçonnerie et un avec une ossature en bois. On met Buster et ses copains dedans, dont un contre l'embrasure. Et on voit ce qui se passe quand on fait swinger tout ça. Oh. Depuis le temps, vous savez qu'on met à l'épreuve le mythe selon lequel l'embrasure de la porte est l'endroit où il faut se tenir durant un séisme. On a appris que l'origine du mythe est probablement liée aux constructions en maçonnerie non armées. Elles sont répandues dans le monde et aux États-Unis aussi, où ce sont surtout des bâtiments historiques. Donc, on s'est trouvé des maçons qualifiés. Ils vont construire une structure sur notre table vibrante. Une fois que le béton aura pris, on pourra faire trembler la maison. Pour ce premier test, les Miss Buster n'ont pas besoin de se remuer, Entre les lignes. car la maison est mise en place grâce à des spécialistes et à un accéléré. On laisse le béton prendre pendant 3 semaines entières, et le temps est venu de passer à la décoration. Bravo Grant. T'en as fait une maison très accueillante. Pour le tremblement de terre à venir, il est important que l'intérieur soit aussi réaliste que l'extérieur. Je dispose 3 mannequins dans la pièce, un sous la table, un debout et un contre l'embrasure. Pour que ce mythe soit confirmé, il faut que celui dans l'embrasure s'en sorte mieux que les autres pendant le séisme. Pour évaluer les dommages corporels, on a un accéléromètre dans la tête et je colle des indicateurs de choc sur les corps. Certes, ces hommes en rose ont peu de conversation. Mais grâce à leurs capteurs, ils enregistreront tout impact, toute blessure qui surviendrait au cours du tremblement de terre. Très musclé, des abdos en béton. Je ne suis pas maçon, mais j'ai observé comment ce bâtiment a été construit. Et c'est comme ça qu'on bâtissait les maisons avant la mise en place de normes. C'est-à-dire qu'il y avait des points forts et des points faibles. Ces coins sont parmi les parties les plus solides de l'ouvrage. On a des barres d'armature sur toute la hauteur incorporées dans le béton. Idem autour de la porte. C'est du solide. Pardon.
Il manque une dernière pièce au puzzle. Des capteurs de l'Institut d'études géologiques des États-Unis qui enregistreront la magnitude de la secousse. Tout est branché. Il est maintenant temps de secouer tout ça. On est prêt à faire trembler le bâtiment. 5, 4, 3, 2, 1... Regardez, le lustre valse. C'est très puissant. Dès le début, leur séisme secoue la maison de haut en bas et de gauche à droite avec la même force que le séisme de 1906 à San Francisco. Pourtant, cette construction à l'ancienne tient bon. Mais plus pour longtemps. Oui, là, ça y est. Au-dessus de la fenêtre. Elle tombe. Regardez ça. Après tout juste 15 secondes, un des murs latéraux est déjà en morceaux et le premier mannequin est KO. Oh la vache. Le mur derrière tombe. C'est terrifiant. Quelques instants plus tard, le mur du fond et le dernier mur latéral emboîtent le pas. C'est effrayant. Elle va s'effondrer. Ce tremblement de terre a provoqué un carnage partout, sauf au niveau de l'embrasure. Pour l'instant, l'embrasure semble être l'endroit le plus sûr de la maison. C'est clair. Étant donné tous les autres choix, dans cette situation, l'embrasure apparaît comme la meilleure solution. Même avec des secousses d'une durée supérieure aux 2 minutes enregistrées en moyenne lors d'un séisme, l'embrasure résiste toujours. Jusqu'à ce que Éteignez les compresseurs. les machines déclarent forfait. Les conclusions ne se font pas attendre. Il faut se rendre à l'évidence. Le seul mur encore debout est celui de la porte. Et le seul mannequin n'ayant pas subi de blessure est celui dans l'embrasure. Oui, il a l'air en bon état, mis à part les quelques coups de porte. Le mythe paraît plausible pour ce genre d'habitation, on dirait. Ouais, très plausible. Ce sont d'excellents résultats. Comme je m'y attendais, le mur de devant avec la porte est resté intact. Tout le monde à l'intérieur de la maison est grièvement blessé, à l'exception du gars à la porte, qui va très bien. Mais j'émets 2 réserves. Tout d'abord, cela ne vaut que pour une durée limitée. Si le tremblement de terre persiste, ce mur finira aussi par tomber. Ensuite, il y a peu de maisons encore construites comme cela de nos jours. La plupart d'entre elles doivent se conformer à des réglementations parasismiques. Vous, téléspectateurs, vivez sûrement dans une habitation moderne. C'est donc notre prochaine étape, bâtir une construction moderne. Nous sommes de retour pour tenter de résoudre cette sempiternelle énigme. Quelle cabine des toilettes publiques est la plus propre? Quelle est la plus sale? Et quelle est la plus utilisée? Pour le savoir, on a réquisitionné les sanitaires derrière moi. On a nettoyé les moindres recoins, installé des compteurs enregistreurs sur chacune des portes, et on reviendra dans quelques jours pour mesurer la quantité de bactéries accumulées pendant l'expérience. Mais pour le moment, on va juste laisser les gens aller faire leurs besoins comme ils le feraient en temps normal. Allez les gens, venez utiliser les toilettes! Bien que les toilettes soient prêtes à être inaugurées, les usagers sont un peu réticents, mais ils n'ont rien à craindre. Normalement, on installe un tas de caméras partout pour enregistrer le déroulement de nos expériences. Mais dans ce cas bien particulier, ce n'est pas terrible comme idée. De toute façon, qui voudrait voir ce qui se passe ici? Pas moi en tout cas. Moi non plus. Donc, contentons-nous de gros plans fragmentés, d'accélérés et d'interviews dérangeantes. Voici un autre usager. Bonjour, comment vous appelez-vous? Brad, Brad, je peux vous poser une question indiscrète? allez-y. Est-ce que vous avez utilisé les toilettes? Ouais, Quel WC avez-vous choisi? Quel est celui que vous utilisez en général? le deuxième. Deuxième. Le deuxième. Ouais, D'accord, merci beaucoup. je vous en prie. Bonne journée. Deuxième. Ça fait 1 point pour le WC numéro 2, mais ce n'est pas fini. Est-ce que vous avez utilisé les toilettes? Oui, Dans quelle cabine êtes-vous allé? celle qui est tout au fond. En fait, au cours de la première journée, personne n'est entré dans la première cabine. Le troisième.
La 4e, la grande. Le numéro 3. Le plus éloigné de l'entrée. Les interviews qu'on a menées à l'extérieur des toilettes étaient intéressantes. Oui, c'était un peu bizarre, mais tous semblaient privilégier leur intimité. Oui, ils vont dans la cabine la plus éloignée de l'entrée, comme moi. Moi, je m'en fiche. T'es là? Ouais, vous entendez? Deuxième jour dans les toilettes pour hommes. Les allées et venues continuent. Après 96 heures, il est temps de dire adieu au lieu. Mais pas sans une dernière besogne à effectuer. T'es prêt? Oui, ça fait 4 jours. Il est temps de faire nos prélèvements. Rappelez-vous, il y a 2 sortes de données à collecter. Quelqu'un a oublié de tirer la chasse d'eau. C'est dégueu. D'abord, la charge bactérienne à l'intérieur de chaque cabine. C'est dégueu. Puis, les données des compteurs enregistreurs. Une tâche plus plaisante pour l'œil. Alors, Je peux te le dire à toi, mais pas à eux. Ils vont devoir attendre qu'on retourne à l'atelier. Même si je vous montre les résultats, ils seront floutés. eh oui, c'est de la télé. Allons-y. On a commencé notre expérience dans les toilettes il y a 3 jours. Quels sont les résultats? Waouh, sympa. Nos chiffres sont super fiables. Personne n'a touché au compteur enregistreur. On commence par la cabine numéro 4, la plus éloignée de la porte. 24 usagers. La numéro 3, 34. La deuxième a accueilli un peu plus d'usagers, 38. Mais seules 23 personnes sont allées dans la première cabine. Y a-t-il une corrélation entre le nombre d'utilisations et la quantité de bactéries? C'est là que ça devient intéressant. On a compté le nombre de colonies dans chacun des prélèvements. Pour le WC numéro 4, on en a trouvé 231, 290 pour le troisième, puis 267 et enfin, pour le premier, 162. C'est non seulement le moins utilisé, mais aussi de loin le plus hygiénique des 4. C'est sans appel. Mythe complètement confirmé. À l'avenir, je choisirai la première cabine. Je reste fidèle à la 4e. Face à une catastrophe sismique, Oh la vache! la porte a montré qu'elle faisait le poids. Le seul mannequin n'ayant pas subi de blessure est celui dans l'embrasure. Aussi spectaculaire que soit ce résultat, foncer vers l'embrasure de la porte est-elle la meilleure solution? Eh bien, pas nécessairement. On ne construit plus les maisons comme ça aux États-Unis. Elles l'étaient autrefois, ce qui explique sans doute l'origine du mythe. Mais avec les réglementations actuelles en matière de construction, l'embrasure est-elle toujours le meilleur endroit où s'abriter? Il est temps de bâtir quelque chose d'un peu plus moderne. Voici la maison. Pour leur construction un peu plus récente, Grant s'est procuré du bois. On trouve de tout sur Internet. Il assemble une maison avec une ossature bois construite conformément aux réglementations parasismiques. Selon lui, on devrait obtenir des résultats très différents. Voici notre maison en bois construite selon les normes de construction moderne. On a des montants d'ossature tous les 40 cm. Elle est fixée au sol avec des tire-fonds. Les fermes de toiture sont assemblées en bois. Les murs sont flexibles et ils peuvent absorber une partie de l'énergie. L'embrasure de la porte est peut-être l'endroit le plus solide d'une maison en maçonnerie, mais je parie que la maison en bois est résistante partout. Ça, c'est pour la théorie. Une fois le toit et les murs montés, il ne reste plus que les finitions. Salut tout le monde! Bienvenue dans notre maison! Les fenêtres et la très importante porte. Bonsoir! Puis viennent les meubles. Faites attention, elle est dans la famille depuis des années. Ce sont les mêmes que ceux installés dans la maison en maçonnerie. Je ne suis pas du tout narcissique. Et enfin, les capteurs de l'Institut d'études géologiques. Son gestionnaire des opérations maintient que le mythe n'est pas fondé. Dave, pensez-vous que l'embrasure de la porte est l'endroit le plus sûr de la maison en cas de tremblement de terre? Ce n'est pas là que j'irai. Notre institut préconise de vous abriter sous un bureau ou sous une table solide, de vous protéger la tête et surtout de rester coûte que coûte là-dessous. Si cette recommandation est juste, Des mecs en short de surf. Normal, quoi. alors le mannequin sous la table devrait mieux s'en tirer que le portier. Bonne chance. Mais cette fois, qui sera le dernier survivant?
Séisme de magnitude 8 avec une maison en bois aux normes parasismiques. Compte à rebours lancé. 3, 2, 1... La table prend vie immédiatement. Regardez le lustre. Il tourne dans toute la pièce. La bibliothèque ne tarde pas à faire la première victime. Oh là là, tout est en train de tomber. C'est peut-être l'implosion à l'intérieur de la maison, mais l'homme sous la table est indemne. On ne peut pas en dire autant du portier. Il a reçu une fessée. Oui, la porte lui a donné une bonne fessée. 2 minutes plus tard, la maison tient toujours fermement le coup. Cette construction est trop solide. Les Mythbusters décident alors d'une pause. On éteint, on éteint. Notre maison a subi un séisme de magnitude 8. Et vous voyez, elle tient toujours. Elle respecte les normes de construction moderne qui tiennent compte des dangers sismiques. À l'intérieur, c'est une autre histoire. Il y a des trucs partout, mais l'important c'est que le mec sous la table est dans un aussi bon état, voire meilleur que celui debout à la porte. La table l'a en quelque sorte protégé. Alors que le mec dans l'embrasure a été frappé plusieurs fois par la porte. Mais on n'a pas encore fini. On va la faire trembler encore une fois. Cette merveille de modernité a montré à la maçonnerie ancienne de quel bois elle se chauffe. Pour l'instant, la technique qui consiste à s'abriter sous un meuble semble la plus sûre. Mais qu'en sera-t-il quand ils pousseront la machine au maximum? Le séisme des séismes avec une maison en bois conforme aux normes. 3, 2, 1... L'air comprimé est envoyé à toutes les suspensions pneumatiques pour produire un séisme d'une magnitude de 9,5, soit le tremblement de terre le plus violent jamais enregistré. C'est la folie. Et pourtant, la maison tient toujours, ce qui n'est pas le cas du portier. Il est incapable de garder son équilibre et il tombe KO. Un mannequin en moins. Aïe, aïe, aïe. Il ne reste donc plus que celui qui s'est planqué sous la table. Je n'en reviens pas. Mais le plus surprenant peut-être, c'est que cette construction conforme aux normes semble indestructible. Les normes de construction existent pour de bonnes raisons. Cette maison qu'on a construite en 1 jour et demi a résisté à un séisme d'une magnitude de 9,5 qui aurait démoli une maison en maçonnerie non armée. C'est une véritable prouesse d'ingénierie. Les Mythbusters ont obtenu 2 résultats différents pour 2 types de maisons. C'est l'heure de la conclusion. Alors, on dit quoi pour ce mythe? Le mythe était qu'il fallait toujours se réfugier dans l'embrasure de la porte. Je crois qu'on peut dire que ce mythe est bidon, car ce n'est pas toujours le cas. Oui, c'est peut-être une bonne idée de s'abriter dans l'embrasure, si vous êtes dans une vieille maison en maçonnerie non armée. Mais bon, elles sont très rares aux États-Unis. Mais c'est une meilleure idée de sortir de la maison. Ouais. Quant aux constructions modernes conformes aux normes, elles ont peu de chances de s'écrouler. Donc la recommandation actuelle préconise est celle à suivre. C'est ce que je ferais.